Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce Midi Actualité sur la deuxième chaîne nationale. Tout de suite, le sommaire. L'échec de la tripartite entre le président rwandais Paul Kagame, le Congolais Félix Tshisekedi et le médiateur angolais João Lourenço a été au menu du briefing de la presse dimanche entre la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, et le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe. La RDC campe sur sa position, pas de négociations avec les terroristes du M23. Au Parlement, la session de septembre s'est clôturée sous une note de satisfaction dimanche 15 décembre 2024 à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Outre la loi des finances 2025, plusieurs lois ont été votées, le contrôle parlementaire effectué, y compris des missions et auditions réalisées. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Un aller-retour Kinshasa-Luanda effectué dimanche 15 décembre dernier par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce déplacement rentre dans le cadre de la recherche de la paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Curieusement, le président rwandais Paul Kagame, lui aussi attendu à Luanda, ne s'est pas présenté et a opté pour la politique de la chaise vide. Images et commentaires. Ce dimanche 15 décembre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Luanda, en Angola, pour répondre à l'invitation lui adressée par son homologue João Lourenço, dans le cadre du processus de Luanda censé mettre un terme au conflit armé qui oppose la RDC au Rwanda. Accueilli par le ministre angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, le chef de l'État s'est directement dirigé au palais présidentiel de Luanda, cadre choisi pour le sommet tripartite. À l'heure indiquée, l'hôte du sommet, João Lourenço, attendait deux chefs de l'État et finalement, seul le président Félix Tshisekedi a répondu favorablement à son invitation. Les deux chefs d'État ont fait les constats d'échec de la tripartite voulue par la médiation après l'annulation de participation de la partie rwandaise sans qu'aucune raison ne soit communiquée. Malgré ces constats d'échec, les présidents Tshisekedi et João Lourenço se sont longuement entretenus autour de ces processus qui restent une des alternatives pour mettre hors du territoire national les forces armées du Rwanda. Depuis la veille, les Rwandais ont multiplié les stratagèmes pour torpiller ces processus. Ce samedi soir, la délégation rwandaise a conditionné la signature de l'accord préparé au cours des rencontres précédentes par une nouvelle exigence qui subordonne la signature de l'accord à un dialogue direct entre la RDC et les groupes armés M23, ce qui constitue un blocage délibéré et une entrave majeure aux efforts pour rétablir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. En introduisant cette condition de dernière minute contraire aux discussions précédentes, les Rwandais démontrent une fois de plus son soutien inconditionnel au M23, un groupe armé impliqué dans des violations graves des droits humains et dans des activités déstabilisatrices en République démocratique du Congo. Cette posture irresponsable met en péril la paix et compromet les avancées majeures enregistrées, notamment la signature d'un plan opérationnel permettant d'une part le retrait des forces rwandaises du territoire congolais et d'autre part le désarmement et neutralisation des FDLR. Et juste après le report de la tripartite prévu dimanche 15 décembre dernier à Luanda en Angola, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères et le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, était face à la presse. C'est que l'on peut retenir de ce briefing presse et que la République démocratique du Congo réaffirme son engagement à poursuivre les efforts en vue d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Les détails avec Fallon Mubungu et Seth Ndosimao. Tripartite, la République démocratique du Congo,
le Rwanda et l'Angola. Du 15 décembre dernier, le Rwandais Paul Kagame a tout simplement choisi de sécher la rencontre. Qu'est-ce qui serait à la base de cette absence? La ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, explique. Le sommet n'a pas eu lieu et ceci était lié à une série d'impasses et de blocages pendant les dernières négociations que nous avons eues hier. Le Rwanda a brandi à nouveau le prétexte de l'importance d'une solution négociée et d'un dialogue direct entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe terroriste du M23. Une chose que nous n'avons jamais acceptée et que nous n'allons jamais accepter. Ce qui est clair, le groupe armé M23 était partie prenante du processus de Nairobi, s'est auto-exclu quand il a repris les armes et que si ce groupe veut avoir un espoir en termes d'une possibilité d'exprimer ses griefs et ses préoccupations, cela se fera uniquement dans le cadre du processus de Nairobi. Par rapport à la question du M23, le Rwanda a mis comme condition préalable à toute signature et à tout sommet qu'il y ait d'abord un dialogue direct entre la RDC et le M23. La République démocratique du Congo a rejeté cela, tout d'abord parce que c'était une tactique qui a été sortie en dernière minute et nous l'avons vu pour ce qu'elle était, une tactique pour bloquer le processus, et aussi parce que nous avons toujours défendu notre position. Nous n'allons pas discuter directement avec un groupe terroriste. Il faut dire que c'est l'Angola, à travers son président Joao Lorenzo, qui a été désigné médiateur du conflit qui oppose la RDC au Rwanda par l'Union africaine en 2022, avec comme mission spécifique contribuer à l'apaisement des relations bilatérales entre les deux pays voisins. Rien que pour l'année 2024, cette réunion ministérielle ont eu lieu dans le cadre du processus de Luanda. Clôture de la session de septembre 2024 à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ont traité et vidé toutes les matières retenues, parmi elles le projet de loi de finances 2025. Laetitia Maselatoula et Dieu merci Nsimba. Dans son mot de clôture, le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, a félicité les élus nationaux pour le travail exécuté avec sérieux, assiduité et abnégation durant cette session qui, a-t-il dit, s'achève avec une production législative tant qualitative que quantitative de tests de loi et du contrôle parlementaire. C'est ici le lieu pour moi de remercier et féliciter tous les honorables collègues députés nationaux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin que nous puissions répondre aux attentes de la population conformément aux attributions nous reconnues par l'article 100 de la Constitution, à savoir voter les lois, contrôler les gouvernements, les entreprises, les établissements et services publics, mais également représenter la population, notre chère population, dont le bien-être est et restera cœur de notre action parlementaire. Vital Kamerhe les a en outre invités à saisir la quintessence du contrôle parlementaire qui n'est nullement une chasse aux sorcières ou à moins de déstabilisation du gouvernement. Le mot de l'honorable Vital Kamerhe se sent également apaisanti sur la situation globale de la vie nationale en reconnaissant les efforts consentis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'amélioration des conditions de vie de la population et pour la restauration de la paix dans l'ensemble du pays, particulièrement dans sa partie est en proie à la sécurité suite à l'agression rwandaise. Nous encourageons le président de la République à poursuivre ses efforts de la recherche de la paix. C'est dans ce contexte que nous saluons le déplacement ce jour de son Excellence Monsieur le Président de la République à Luanda, répondant à l'invitation de son homologue, son Excellence Joao Lorenzo, président de la République serbe d'Angola, médiateur dans les conflits à l'est de notre pays. Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, vient de démontrer encore une fois son attachement à la restauration de la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Signalant que bien avant la clôture solennelle
de cette session qui a été essentiellement budgétaire, la représentation nationale a réexaminé et voté un rapport présenté à la suite de travaux de la commission paritaire mixte Assemblée nationale, Sénat, mise en place par le président de 2 chambres du Parlement relatif au projet de loi des finances exercice 2025. Au cours de ces travaux, il était question pour les députés nationaux et sénateurs d'aplanir 3 divergences de forme et de fond apparues lors de l'examen de ces projets de loi au Sénat. Sans débat, les élus du peuple ont déclaré recevable ce rapport ainsi que ses conclusions présentées à l'hémicycle par le député national Guy Mafuta, président de la commission économique, financière et de contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale. Par rapport aux recettes, le Sénat a eu à dégager des recettes additionnelles qui en réalité font porter notre projet de budget de loi de finances de 51 000 milliards 133 828 082 francs congolais à 51 000 milliards 553 541 millions 670 francs congolais. Par rapport aux dépenses, également le Sénat a apporté certains amendements par rapport à la loi de finances 2025. Il s'agit notamment, honorable président, de l'enseignement, de l'éducation, de la défense et de la santé. Par rapport au 3e point de divergence, c'est l'article 78. Vous vous souviendrez que nous avions fixé le taux de quotité des dividendes au profit de l'État pour les entreprises minières à 50, mais eux ont pensé qu'il fallait réduire à 25. Cet amendement a été accepté à la seule condition que cette différence de 25% soit engagés pour leur plan de redressement. Ravi de cette issue heureuse qui apporte à la loi des finances 2025 un budget revu à la hausse pour la seconde fois, tout en parvenant à l'aplanissement des divergences, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a loué le travail des qualités abattues par la commission mixte paritaire et le résultat qui en découle. Après avoir procédé au vote nominatif de ces textes de loi, il ressort que 411 députés nationaux ont voté pour, 0 contre et 0 abstention. Même exercice à la Chambre haute du Parlement. La session de septembre s'est achevée avec le vote de la loi des finances 2025 et plusieurs autres lois. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a, dans son mot de clôture, appelé le gouvernement à s'investir plus dans le social du Congolais. Gustave Chibumbu. Pour cette première lancée, la moisson était abondante pour la session de septembre 2024, qu'il s'agisse de lois votées, du contrôle parlementaire, des missions et des auditions effectuées. Jean-Michel Sama-Lukonde s'en félicite. Au chapitre législatif, outre le bloc des lois budgétaires, à savoir le projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances pour l'exercice 2023, le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2024 et le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Notre Chambre a examiné et voté les projets de loi ci-après. 6 projets de loi portant prorogation d'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a reconnu que sur le plan social, la population congolaise fait face à une situation difficile, d'où cette recommandation au gouvernement. Face à toutes ces épreuves, il nous importe de saluer la résilience remarquable du peuple congolais dans son ensemble et de nos compatriotes des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, sous état de siège en particulier, ainsi que la détermination et le courage de nos forces de défense et de sécurité pour maintenir l'unité et la cohésion nationale. L'occasion était également propice pour Jean-Michel Sama-Lukonde de s'exprimer sur la révision ou le changement de la Constitution, les embouteillages et les banditismes urbains. Le phénomène de banditisme urbain, couramment appelé Kuluna, ainsi que d'autres formes de criminalité qui se caractérisent à travers leur modus vivendi et modus operandi, a semé la peur
et la désolation parmi nos populations. Aucune province n'est épargnée par ce fléau. À ce sujet, j'encourage le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre des mesures prises afin de remédier à cette situation et de rétablir la quiétude de nos populations. En vacances parlementaires, les sages de la République sont invités à se rendre dans leurs provinces respectives, communier avec leurs bases et élaborer un rapport à présenter à la session de mars 2025. Après la récente adresse du président de la République sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, les acteurs politiques font le décryptage, chacun selon les aspects brossés par le chef de l'État, faisant focus sur Gina Machala du FIDEC, Front des indépendants pour la démocratie. Suivez. Visiblement, la récente adresse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été reçue avec beaucoup d'enthousiasme et favorablement dans les états-majors des partis membres de l'Union sacrée des nations. Au FIDEC, Gina Machala, membre influente qui a salué cette adresse du garant de la nation, épinglant au passage différents points clés de l'aspect sociopolitique du pays, situation sécuritaire, situation sociale, aspect sécuritaire, défense et les projets de développement. Bref, tous ces passages ont été abordés. Vétère. Ici est de noter que FIDEC est un parti politique cher à Fifi Mansouka, gouverneur qui adhère et soutient à 100% les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons de la clôture samedi 14 décembre dernier des travaux des États généraux du portefeuille placés sous le thème « Faire des entreprises du portefeuille un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la République démocratique du Congo ». Des assises qui se sont déroulées pendant 5 jours au centre financier de Kinshasa. Cette rencontre, riche en échanges et en propositions, a marqué un tournant pour notre pays en jetant les bases d'une réforme ambitieuse et durable de nos entreprises publiques, essentielles à la croissance économique et au bien-être social de notre pays. Les discussions que nous avons eues ont permis de dresser un bilan des défis à relever et de définir des solutions concrètes pour les surmonter. 5 jours de réflexion ont révélé l'engagement collectif de tous les acteurs et toutes les actrices à transformer nos entreprises publiques en leviers stratégiques pour le développement de notre nation. Au nom du président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je souhaite exprimer sa profonde gratitude à tous les intervenants et participants, décideurs politiques, experts, mandataires publics, acteurs du monde scientifique, partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux représentants des organisations régionales et internationales. Leur contribution témoigne de l'enthousiasme collectif pour la réforme des entreprises publiques et leur rôle fondamental dans la transformation de la République démocratique du Congo. Les discussions fructueuses de ces États généraux ont souligné l'urgence d'agir. Bien que des réformes aient été entreprises depuis 2008 pour moderniser et redynamiser les entreprises du portefeuille de l'État, il est évident qu'elles n'ont pas été menées jusqu'au bout en vue d'atteindre les objectifs fixés. Pour que nos entreprises publiques contribuent pleinement à la transformation économique du pays, il est essentiel de revoir leur cadre juridique, repenser leur gouvernance, moderniser leur gestion et réduire leur dépendance à l'État. Elles doivent être dirigées par des leaders compétents et intègres, choisis sur la base de leurs mérites. Il est impératif que l'État reste un actionnaire stratégique, mais doit aussi veiller à ce que chaque entreprise soit autonome, rentable et capable de maximiser ses ressources. Dans cette optique, la transparence et la professionnalisation des conseils d'administration seront des priorités. Le gouvernement, à travers le leadership éclairé de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, s'engage à renforcer l'indépendance de ces conseils et à garantir que les mandataires publics soient à même de faire preuve d'une gestion exemplaire et rentable.
commence des travaux de construction de Kinshasa Arena. Une visite d'inspection sur le chantier a été effectuée par les ministres des Finances et celui de l'aménagement du territoire, accompagné de l'inspecteur général des Finances, Jules Alinguete. Les détails avec Judith Mababwa. Les travaux de construction de Kinshasa Arena ont repris dans l'enceinte du stade de Martyrs de la Pentecôte. Une délégation gouvernementale et de responsables des entreprises commis à ces travaux ont été ce dimanche sur les sites pour constater l'effectivité de la reprise de travaux après plusieurs mois d'arrêt. Maintenant, en ce moment, les éléments bloquants ont été levés. Il n'y a plus rien qui va bloquer le projet. Alors l'entreprise a promis de rendre le projet au mois de septembre. On travaille d'arrache-pied avec tout le monde. On a une forte mobilisation et on pense tenir à cet ultimatum du mois de septembre 2025 pour la livraison complète du projet. On est accompagné par la CGT, donc les maîtres d'ouvrage. Des assurances ont été données sur la poursuite du financement par le gouvernement de la République. Vous savez, le projet était en arrêt à la suite des problèmes d'irrégularité des procédures et des maîtrises de coûts qui étaient jugés excessifs. Et le ministère des Finances qui a reçu les rapports a eu à faire des séances de travail avec la société Milvest. On a mis de l'ordre sur les procédures et on a travaillé sur les coûts. Aussi, les travaux étaient suspendus. Il y avait un certain nombre de préalables qu'il fallait fixer et les préalables ont été levés. Et maintenant, il est question d'accompagner l'entreprise à réaliser ces travaux et à les achever dans les délais. C'est un ouvrage assez important pour le pays. Et moi, comme ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, qui est le ministère du Beau, permettre à ce que les personnes et les équipements soient agencés dans le pays de manière cohérente. Et que cette infrastructure d'Arena, nous attendons à pied ferme, comme l'entrepreneur l'a si bien dit, dans 8 mois, nous reviendrons à côté du chef de l'État certainement, parce qu'il tient à ce que cet ouvrage soit achevé, non pas avoir un éléphant blanc dans la capitale. Les élus nationaux se félicitent de cette reprise de travaux de construction de cet édifice culturel et sportif par l'entreprise turque. Nous avons été ravis d'apprendre que d'ici le mois de septembre 2025, les travaux seront achevés et que le président de la République pourrait inaugurer ces infrastructures de haute facture qui sont en train d'être construites par des Congolais. Septembre 2025, c'est la date butoir pour la remise officielle de cet édifice. Le rendez-vous électoral pour les scrutins législatifs concernant les territoires de Masimanimba dans le Kwilu et Yakoma dans le nord Ubangi a été respecté dimanche 15 décembre dernier. Les détails dans ce reportage. La Commission électorale nationale indépendante a repris ce dimanche 15 décembre 2024 les élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Yakoma dans le nord Ubangi et de Masimanimba dans le Kwilu. Au centre électoral Bosolo où il s'est accrédité, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a fixé l'opinion sur le déroulement de ces échéances électorales. Les résultats seront connus très rapidement. Donc à partir de ce soir, sinon alors à partir de demain, on va communiquer les résultats et si tout va bien, on termine demain même. Il a par ailleurs révélé que le serveur de la CENI a connu plusieurs attaques ciblées qui ont été déjouées. Ces données mettent en lumière à la fois les efforts déployés pour garantir le bon déroulement du processus électoral et les obstacles logistiques à surmonter, notamment en matière de connectivité et de sécurité sur le terrain. À Yakoma, dans le nord Ubangi, ce dimanche, sur les 355 bureaux de vote et de dépouillement prévus, 322 ont été confirmés ouverts, soit un taux d'ouverture de 93%. Par ailleurs, le reste, soit 33 BVD, sont situés dans des zones non couvertes par le réseau GSM, ce qui complique la communication et le suivi en temps réel. Concernant Masimanimba, sur un total de 768 BVD prévus,
563 ont pu être rejoints jusqu'à 10 heures, représentant 73% du total. Bien que seuls 23 BVD soient officiellement cartographiés dans les zones sans couverture réseau GSM, des problèmes de connexion persistent dans plusieurs autres bureaux. En santé, lancement samedi 14 décembre dernier par le PNMLS des activités sur le sida à la 4e rue Limété, place Maman Marthe. Une activité qui entre dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida célébrée le 1er décembre de chaque année. Cette année, le thème retenu est suivant le chemin des droits, notre santé, notre droit. Jacques Kamouensingal. Actuellement, il n'existe aucun vaccin efficace contre le VIH. La prévention passe en premier lieu par les mesures empêchant la transmission du VIH, en l'occurrence l'usage de préservatifs ou encore de matériel injectable à usage unique. C'est parmi les activités phares que fera le PNLS les jours à venir. Il s'agit de la sensibilisation, tests et beaucoup tant d'autres. Lors de l'ouverture, les volontaires se sont présentés sans vergogne pour se faire dépister, recevoir préservatifs et conseils. Les agents et cadres du programme national de lutte contre le sida ne ménagent aucun effort pour le bien-être de la population congolaise en général et en particulier les Quinois. Par rapport à notre activité, c'est pour cela que nous avons fait cette campagne de sensibilisation sur la prévention. Et cela veut dire que cette porte ouverte, c'est pour tout le monde. L'accessibilité de toute la population clé, la population générale, les ados et les jeunes. C'est pour qu'aujourd'hui, qu'ils arrivent à changer leur comportement. Et ces comportements qui sont à risque, pour qu'aujourd'hui qu'ils puissent accéder à faire des choses où dont ils ont la bonne information. Plusieurs méthodes et interventions ont prouvé leur haut niveau efficace dans la réduction du risque d'infection à VIH et la protection contre l'infection. C'est les droits, c'est-à-dire que toute personne vivante a les droits de vivre. Les PV-VIH ont leurs droits et toute personne qui ne s'est pas encore dépisté doit avoir accès au dépistage. Le VIH ou virus de l'immunodéficience humaine est un rétrovirus humain sexuellement transmissible. Il affaiblit le système immunitaire. Le VIH peut se transmettre par l'échange des liquides corporels provenant de personnes vivant avec VIH, à l'instar du sang, le lait maternel, les spermes, les sécrétions vaginales. Renforcement des capacités pour faire face aux multiples défis du monde actuel. Ce sujet était au cœur d'un colloque organisé par le Forum national des jeunes positifs en République démocratique du Congo, et cela en marge de la journée internationale des droits de l'homme célébrée chaque 10 décembre. La coordonnatrice de la RTNC de développement, Madame Josette Kayaboula Matadi, a pris part à cette conférence à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa. Nathalie Moussungo nous en parle. Cette jeunesse venue de partout prendre part active à ce colloque organisé par le Forum national des jeunes positifs sur l'appropriation positive des mentalités, la vulgarisation de la résolution 2250, l'éducation fiscale et tant d'autres sujets étaient au menu de cette deuxième édition du colloque Elengue Telema 2024. Des exposés sur des sujets des droits de l'homme en RDC. Eli Moulombe, docteur en économie, rappelle aux participants le respect des normes fiscaux et les rôles importants de payer l'impôt. Nous avons demandé à la jeunesse de sensibiliser ses dirigeants parce que la jeunesse, ce n'est pas le pouvoir de demain, c'est le pouvoir d'aujourd'hui. Et si nous investissons dans cette jeunesse par rapport au respect de la fiscalité, nous pensons que notre budget aura un surplus de l'augmentation dans les revenus fiscaux. Savoir vendre la bonne histoire de son pays, faire l'étude introspective en vue de bien comprendre sa patrie, c'est autour de ce sujet que Josette Kayaboula Matadi s'est penchée pour exhorter les jeunes en vue de sortir la République démocratique du Congo dans ce pétrin. Nous avons commencé par un exercice simple. Leur demander de pouvoir entonner l'hymne national et de cogiter autour de l'hymne national et faire ressortir un résumé ou soit une phrase captivante à partir de l'hymne national. Alors je devrais me rendre compte
que la jeunesse congolaise reconnaît ou connaît toutes ces choses autour de son pays. Nous devons savoir comment nous devons jouir nous-mêmes de tout ce que Dieu a mis dans notre sol. Alors pour cela, il faut une étude d'introspection à laquelle nous avons soumis la jeunesse congolaise aujourd'hui, ici à l'UPN, pour qu'elle puisse voir quelle est la partition qu'elle doit jouer pour faire avancer les choses. Au coordonnateur du FNJP-RDC, Vainqueur Kajimba, d'éveiller la conscience de jeunes Congolais de façon d'avoir un engagement positif pour défendre son pays. Que la jeunesse qui dort encore se réveille pour et dans l'engagement de la jeunesse, enfin, de bien défendre les droits de l'homme en République démocratique du Congo et en Afrique. Notons par ailleurs que note positive est enregistrée pour cette deuxième édition. Focus sur la troisième édition 2025 et Elengue Telema. En politique, la Ligue nationale des femmes du parti politique Action pour le peuple a effectivement vu le jour. L'APP, formation politique chère au député national Jean-Albert Ekumbaki, a fait sa sortie officielle vendredi 13 décembre dernier. Christo Sumboula pour le commentaire. La Ligue nationale des femmes du parti politique Action pour le peuple, parti cher au député national Jean-Albert Ekumbaki, lors d'une sortie officielle organisée en son siège dans la commune de Kessavubu au croisement des avenues Assosa et Lissala. C'était en présence de l'inspecteur général Liner Kapinga et de Nathalie Ekumbaki, secrétaire nationale en charge des questions extérieures et partenariats. Faisant d'une pierre deux coups, la cérémonie du jour a été consacrée au lancement des activités liées aux festivités de fin d'année et de l'autre, la sortie officielle donc, comme prévu par la Ligue des femmes. Félicitant le comité national de la Ligue des femmes, le secrétaire national Nathalie Ekumbaki a loué la réussite de l'organisation et a exhorté les membres de ce comité à plus d'ardeur aux activités du parti. S'il y aura des discours, ça va venir de vous-même. Et pour nous, la direction du parti, on n'a pas de discours aujourd'hui. Elle a ensuite remercié l'initiateur et l'autorité de référence du parti, le député national Jean-Albert Ekumbaki Ombata, pour la réussite de l'événement. Simplement pour vous transmettre de vive voix les salutations de notre autorité de référence au nom de l'excellence Jean-Albert Ekumbaki m'a chargé de vous saluer. Mais nous sommes un parti chrétien. À chaque occasion, avant de pouvoir commencer quoi que ce soit, nous devons remercier le Seigneur. De son côté, Marie-Louise Kitenge Koupa, présidente de la Ligue nationale des femmes de l'APP, a profité de l'occasion pour appeler toutes les femmes de cette formation politique, membres de l'Union sacrée de la nation, à la prise de conscience afin de soutenir le parti et à celles qui traînent les pas à les rejoindre. Ainsi, les femmes membres du comité de la Ligue des femmes du parti ont reçu les insignes du pouvoir pour leur participation, chacune lors des activités inhérentes au parti. Cette formation politique démontre donc son ancrage dans le microcosme politique du pays. Ce journal est fini, mais avant de nous séparer, le rappel de titres. L'échec de la tripartite entre le président rwandais Paul Kagame, le Congolais Félix Tshisekedi et le médiateur angolais Joao Lourenço a été au menu du briefing de la presse dimanche entre la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba et le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya Katembwe. La RDC campe sur sa position. Pas de négociations avec les terroristes du M23. Au Parlement, la session de septembre s'est clôturée sous une note de satisfaction dimanche 15 décembre 2024. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, outre la loi des finances 2025, plusieurs lois ont été votées, le contrôle parlementaire effectué, y compris des missions et auditions réalisées. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la chaîne du développement. Au revoir.